L'Amérique est connue pour ses forêts infinies, ses massifs montagneux et ses parcs nationaux qui attirent chaque année des milliers de touristes. Cependant, ces lieux sauvages et magnifiques semblent de parfois ouvrir une porte invisible derrière laquelle les gens disparaissent sans laisser de traces. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 histoires vraies qui se sont déroulées dans les forêts et les montagnes du nord-ouest des États-Unis et de l'Alaska et qui restent à ce jour inexpliquées. Août 1966, forêt de Montana. Juillet 1995, glacier Ruth en Alaska. Juin 1989, parc national du mont Hood dans l'Oregon. Chaque cas est l'histoire de la disparition soudaine et inexplicable d'une personne sous les yeux d'autres personnes sans aucune explication logique. Que s'est-il réellement passé? Essayons de comprendre. Dans les forêts denses de Montana, au cœur d'une région reculée de l'Holo, le silence de la forêt n'est parfois rompu que par le cri perçant d'un faucon ou le bruissement des ailes la nuit. C'est ici, en août 1973, comme venu d'un autre monde, qu'a éclaté une histoire qui, encore aujourd'hui, nous fait murmurer les faits et nous interroger sur sa véritable signification. Daniel Murphy, 35 ans, gardien d'une des hautes tours en bois servant à surveiller les incendies, a disparu de son poste de manière si mystérieuse qu'on aurait dit qu'il avait franchi une porte inconnue qui s'était refermée derrière lui. En effet, 1/4 d'heure après sa dernière communication radio, personne n'a été retrouvé dans la tour et la serrure de la porte était intacte. Les sauveteurs s'attendaient à trouver des traces de lutte ou de panique, mais rien n'indiquait cela. Et alors qu'il semblait que Daniel était peut-être encore dans les parages, sa chemise a été retrouvée 1 semaine plus tard dans une zone marécageuse, à quelques kilomètres de la tour, laissant toutes les questions sans réponse. C'est ainsi qu'a disparu sous le soleil brûlant du mois d'août un homme qui avait consacré sa vie à la protection des forêts locales, et ce, si discrètement que personne ne comprend encore aujourd'hui ce qui s'est réellement passé. Daniel Murphy est né dans une petite ville à la périphérie du Montana. Dès son enfance, son père lui a appris à aimer la chasse et la pêche, même si Daniel était moins attiré par le tir que par l'observation de la vie sauvage. Il passait des heures dans les marais à écouter le coassement des grenouilles et essayait de noter dans un cahier les espèces d'oiseaux qui peuplaient dans tel ou tel bosquet. Ses voisins le taquinaient en disant qu'il considérait la forêt comme une amie et non comme une ressource. À 18 ans, dès la fin de ses études, il a décidé de consacrer sa vie à la protection de la forêt. Il a d'abord été assistant garde forestier dans un parc, puis a rejoint le service forestier de l'État du Montana où, grâce à son travail minutieux et à sa fiabilité, il a obtenu le poste de gardien de tour de guet. Dans les années 1970, ce type de tour était omniprésent dans les zones forestières, d'où l'on aimait observer la fumée et prévenir les incendies. Daniel adorait son travail. Assis au sommet d'une tour en bois de 20 mètres de haut, il passait des heures à scruter la cime des arbres, à la recherche de panaches de fumée suspects. Il était heureux de pouvoir passer tout l'été au grand air plutôt que dans un bureau. L'année 1973 fut relativement calme. Peu d'incendies de forêt, des températures supérieures à la moyenne et de rares orages. Au début du mois d'août, Daniel fut affecté à l'Holo, l'un des endroits les plus isolés, pour y effectuer son service principal, un petit poste d'observation perché sur une colline. Les habitants de la région avaient surnommé cet endroit la tour Murphy, bien que son nom officiel fût Lolo Juno. Le quart de travail durait généralement 1 semaine. Le gardien apportait des provisions, vivait dans une petite pièce au sommet,
disposait d'une radio pour communiquer et, en cas d'alerte ou d'incendie, pouvait rapidement transmettre les coordonnées. Il supportait bien la solitude, s'était habitué à écouter la radio, à lire des livres et à noter les conditions météorologiques dans son journal. Une fois par jour, la forêt domaniale de Lolo vérifiait par radio que tout allait bien. Selon le journal officiel des appels, le 7 août 1973 à midi, Daniel a effectué une séance standard. La situation était normale, je ne constate aucun incendie. Le ciel est dégaré et dégagé. La température est chaude de place 128 degrés. Le vent est faible. Tout semblait normal. Un quart d'heure plus tard, lorsque le répartiteur a tenté de clarifier certains détails par radio, Daniel n'a pas répondu. Il l'a appelé 3 fois, en vain. Le répartiteur a alors pensé que Murphy était peut-être allé aux toilettes ou qu'il était sorti sur la plateforme d'observation. Cependant, le temps passait et, vers 13 heures, il était toujours impossible de le joindre. Cela a alarmé ses collègues, car Daniel était considéré comme un employé discipliné. Il a beau été décidé d'envoyer 2 Rangers pour vérifier. Ils ont atteint le pied de la colline en 4x4 et ont emprunté le sentier. Une chose étrange les frappa. La porte menant à la tour était fermée par un cadenas. Habituellement, lorsque le gardien s'absente, la porte doit être fermée à clé, n'est-ce pas? Mais alors, comment avait-il pu sortir? Les Rangers, sachant que le cadenas se verrouillait de l'intérieur, étaient perplexes. Ils ont appelé des renforts à l'aide d'une radio portable. Les collègues arrivés sur place ont forcé la serrure. À l'intérieur, ils ont trouvé la pièce intacte, sans trace de lutte. Une chaise pliante, une table, une radio, allumée mais silencieuse, les effets personnels de Daniel, un carnet d'observation, une carte, un peu de nourriture. Mais Murphy lui-même était absent. Comment avait-il quitté la tour si la serrure était sur la porte de l'intérieur? Il n'y avait aucun message écrit, aucune explication sur la façon dont il s'était échappé. Peut-être que quelqu'un l'avait enfermé de l'extérieur. Dans ce cas, il y aurait eu du bruit ou de la résistance. Mais à l'intérieur, tout était calme. Le même jour, une recherche urgente fut organisée. L'affaire était suspecte. La logique voulait que si Daniel avait eu un accident, il aurait pu tomber, glisser. Mais alors, où étaient les traces sur le sentier? Pourquoi la tour était-elle fermée à clé? Les questions se bousculaient dans la tête de Daniel. Le réseau de sentiers autour de la tour était petit et pouvait être parcouru en quelques heures. Les sauveteurs parcouraient d'Oni les lieux en criant « Daniel !» Aucune réponse. Bientôt, des bénévoles, la police du comté et d'autres rangers sont arrivés. Après quelques jours, ils ont fouillé tous les recoins autour de la colline, ont fait appel à un hélicoptère et ont inspecté la forêt. Aucune piste. C'était comme si l'homme s'était évaporé. Au 5e jour des recherches, un événement était venu aggraver le mystère. À 5 ou 6 kilomètres de la tour, dans une dépression marécageuse, l'un des bénévoles est tombé sur une chemise qui lui a semblé appartenir à Daniel. Cependant, il n'y avait pas de tache de sang, ni de déchirure sur le tissu, caractéristique d'une lutte ou d'une attaque d'animaux. La chemise semblait avoir été retirée par une personne et pliée. Le volontaire a déclaré qu'elle était simplement posée sur le sol humide, alors que 2 jours auparavant, cette zone avait été inspectée et rien n'avait été trouvé. On a appelé un chien pour qu'il prenne l'odeur, mais en vain. Le chien a d'abord reniflé un peu, mais n'a pas donné de piste certaine. Cela a mis les sauveteurs dans une impasse. Cela signifiait-il que Daniel avait quitté la tour de plusieurs kilomètres, enlevé sa chemise et disparu? Ou quelqu'un l'avait-il apporté plus tard, et pourquoi? Et si Murphy avait eu une crise psychotique, comment la tour avait-elle été verrouillée de l'intérieur? Et le cadenas était-il vraiment à l'extérieur ou à l'intérieur? La police a mené des expériences. Il était peut-être possible de passer la main par une fente ou une fenêtre, d'accrocher un cadenas,
Mais pourquoi? Et pourquoi n'y avait-il aucun autre indice? Plus les recherches avançaient, plus l'affaire semblait dans le sac. Pas de corps, pas de preuves. En général, lorsqu'une personne tombe d'une tour ou dans une forêt, il y a du sang, des lambeaux de vêtements, des traces d'animaux. Un crime? Personne n'a vu de personnes suspectes dans les environs, et la tour est située loin de toute zone habitée. Il ne restait plus que l'impression que Daniel avait été enlevé en un clin d'œil. Cela rendait la situation inexplicable. Le temps était clair. L'homme était à son poste. Ses collègues l'entendaient à la radio, et 15 minutes plus tard, il avait disparu et la porte était verrouillée. Une semaine après sa disparition, les autorités ont reconnu qu'elles ne pouvaient pas poursuivre une opération coûteuse sans aucun indice. La famille de Daniel était sous le choc, ne comprenant pas comment cela avait pu arriver. Un jeune homme expérimenté dans les affaires forestières, responsable de la sécurité, qui vérifiait toujours tout avec soin. Lorsque ses collègues ont demandé « N'avez-vous rien vu ou entendu d'étrange ?» Certains ont répondu que Murphy avait seulement mentionné le matin que la nature était calme et n'avait fait aucune allusion à des personnes étrangères. Au cours des années suivantes, lorsque l'on évoquait les sonnes disparitions dans les bois, l'histoire de Daniel Murphy était toujours citée comme exemple de situation mystérieuse. La police a ensuite officiellement classé l'affaire. Disparu sans laisser de traces, pas assez d'éléments indiquant une infraction. D'autres gardiens ont commencé à travailler dans la tour et, selon les rumeurs, certains d'entre eux étaient parfois envahis par un sentiment inquiétant, comme si quelque chose bruissait dans la nuit, alors qu'il n'y avait aucun animal à l'intérieur. Mais ce ne sont que des légendes locales. Benjamin Reed est né à Seattle dans une famille où les randonnées en montagne et l'alpinisme étaient considérés comme un rituel de transmission du savoir des aînés aux plus jeunes. Son grand-père, vétéran de la guerre de Corée, adorait emmener le jeune Ben dans les éboulis et lui apprendre à manier les cordes et les mousquetons. Le garçon a grandi timide, mais s'épanouissait dans les montagnes, comme si le bruit de la ville le pesait et qu'il ne trouvait l'harmonie que loin de la foule. À l'université, il s'est lancé dans des études de biologie et a même envisagé une carrière d'écologiste, mais son cœur continuait de battre pour les sommets. Ses amis plaisantaient. Il vivait dans la plaine, mais dans son cœur, il était toujours au-dessus des nuages. À 29 ans, Ben avait déjà accumulé une liste impressionnante d'ascensions dans les cascades et les rocheuses, et il était membre d'un petit club d'alpinistes qui organisait de temps en temps des expéditions vers des sommets plus difficiles. C'est ainsi qu'en juillet 1995, il s'est retrouvé dans le parc national de Denali, l'une des merveilles du nord de l'Alaska, où les sommets enneigés et les glaciers attirent les alpinistes du monde entier. Benjamin a rejoint un groupe de 4 personnes prêtes à escalader le glacier Ruth, un endroit relativement populaire parmi les alpinistes expérimentés, mais qui ne pardonne aucune erreur. Changement brusque de temps, crevasses et immenses espaces sans aucune construction à des kilomètres à la ronde. Benjamin et ses compagnons, 2 d'entre eux sont des amis de longue date pratiquant l'escalade, le 3e ayant été invité par le club alpin, avait prévu d'atteindre d'abord une altitude d'environ 4000 mètres, d'installer un campement, puis, éventuellement, de gravir l'un des passages les plus difficiles du massif du Ruth. Ils ont parcouru la première partie du chemin avec succès. Le temps était étonnamment clair, avec même un léger dégel pendant la journée, si l'on peut parler ainsi d'un glacier près du cercle polaire. Le groupe avançait régulièrement, personne ne se plaignait de sa santé. Benjamin marchait généralement en tête, veillant à ce que ses compagnons ne glissent pas sur la glace traîtresse. Selon l'un des participants, Michael Ferguson, tout le monde marchait d'un bon pas,
plaisantaient, discutaient de la beauté du sommet. Mais à environ 4000 mètres d'altitude, quelques heures avant d'atteindre le campement prévu, un événement tragique s'est produit dont les participants se souviennent aujourd'hui avec émotion. Les participants ont décrit la situation ainsi. Benjamin marchait en 3e position, puis s'est soudainement arrêté. Toute la chaîne s'est arrêtée, car il était impossible de tirer sur la corde. Il regardait quelque part sur le côté, comme hypnotisé, a raconté Michael. On aurait dit qu'il avait remarqué quelque chose sur cette partie déserte du glacier où il n'y avait jamais rien. Le guide ou le chef d'équipe a crié pour demander ce qui se passait, si tout allait bien. Mais Benjamin n'a pas répondu. Il s'est simplement détaché de son mousqueton et, sans un mot, a commencé à s'éloigner du groupe, retirant de fait son système d'assurage. Tout le monde criait « Attends, qu'est-ce que tu fais ?» Mais il ne réagit pas. Il ne courait pas, mais s'éloignait obstinément vers les étendues de glace vides, à l'écart de l'itinéraire. Personne ne comprenait ce qu'il essayait de faire. En quelques larcossecondes, ses compagnons se détachèrent de la corde commune. Désorientés, ils pensaient peut-être qu'il fallait le rattraper en toute sécurité. Mais pendant ce court laps de temps, Benjamin avait réussi à parcourir une bonne trentaine de mètres sans se retourner. Il le voyait marcher sur la glace lisse, sans se cacher derrière des saillies. Et soudain, alors que tous accéléraient le pas pour le suivre, il disparut de leur vue. Il disparut littéralement sous leurs yeux, sans un bruit. Comment était-ce possible? Il n'y avait ni fissure, ni crevasse, ni corniche. Et le plus étrange, en arrivant à l'endroit où il se trouvait, les gens ne le trouvèrent ni devant eux, ni sur les côtés. Il y avait bien sûr des traces dans la neige sur la glace, mais elles s'interrompaient soudainement, comme si la ligne des empreintes de bottes arrivait à un point, puis plus rien. Personne ne pouvait expliquer comment il avait pu disparaître si rapidement, alors que la vue sur le glacier était dégagée et qu'il n'y avait pas de rochers derrière lesquels se cacher, à des kilomètres à la ronde. Le reste de la journée et la nuit suivante, ses compagnons coururent, crièrent et cherchèrent frénétiquement. Le temps resta clair. Aucune tempête ni aucun brouillard n'aurait même pu cacher un homme. Les participants ont prévenu par radio les services de secours de Denali, qui ont envoyé des renforts le lendemain matin. Un hélicoptère, une équipe de rangers et des alpinistes bénévoles. Une opération a été organisée dans un rayon de plusieurs kilomètres. On pensait que si Benjamin n'était pas tombé dans une crevasse, et il n'y en avait tout simplement pas, il pouvait errer en état de choc. Mais tous les efforts ont été vains. Les sauveteurs ont ratissé les champs de glace dans tous les sens pendant une semaine. Les traces avaient disparu, comme effacées, et Ben était introuvable, ni vivant ni mort. Ses amis étaient sous le choc. Tout s'était passé sous leurs yeux. Il s'est tout simplement évaporé, a déclaré Max, l'un des alpinistes. J'ai vu son profil, et une seconde plus tard, il n'y avait plus personne. Les policiers ont écrit laconiquement dans leur rapport que le glacier est une zone ouverte, il n'y a pas de grande corniche, aucune fissure où un homme aurait pu tomber. Disparition dans des circonstances obscures. Ils ont interrogé ses amis. Ben avait-il eu une crise, des hallucinations? Mais il n'avait jamais montré de tendance à la dépression. Son état psychique était stable et il était en bonne santé. L'affaire semblait désespérée. Mais 2 ans plus tard, au début de l'été 1997, alors que la saison d'alpinisme reprenait, une nouvelle bouleversa tous ceux qui se souvenaient de la disparition de Ben. Quelqu'un avait réussi à gravir l'un des sommets voisins qui n'avait jamais été officiellement conquis auparavant et avait trouvé au sommet un piolet enfoncé verticalement dans la glace dure. Le piolet portait les initiales BR que Benjamin avait gravées sur son équipement. Ses amis l'ont reconnu. Le pic à glace était rayé, ce qui indiquait qu'il avait été utilisé. Cependant, il n'y avait aucun autre objet ni aucune trace de campement au sommet.
Les des Rangers arrivés sur place ont eu beaucoup de mal à atteindre le sommet. En contrebas, des parois abruptes et complexes. Pour les escalader, il fallait un équipement d'escalade sophistiqué, et en 1995, Ben n'en disposait pas. Il n'avait que l'équipement de base pour une randonnée sur un glacier, mais pas pour des itinéraires extrêmes. Une question légitime se pose. Comment Benjamin, s'il est encore en vie, a-t-il pu escalader un pic inconnu et planter son piolet au sommet? Et pourquoi n'a-t-il pas laissé de message ni appelé à l'aide? S'il est mort, où est son corps? Quelqu'un aurait-il pu apporter son piolet? Dans quel but? L'enquête policière n'a pas apporté de réponse. Aucun équipement n'a été retrouvé, seulement un piolet solitaire. Aucune empreinte, aucune trace de sang, aucun indice de conflit. Après avoir consulté de nombreux clubs d'alpinisme, les Rangers ont découvert que ce sommet n'avait effectivement fait l'objet d'aucune ascension enregistrée avant 1997. Les proches de Ben pensaient donc qu'il s'agissait d'une histoire mystique. Une pause de 2 ans, puis un piolet réapparaissant au sommet. La police a officiellement classé l'affaire avec la mention « portée disparue, non retrouvée ». L'opinion s'était répandue dans le milieu alpin que Benjamin avait été emporté par les montagnes, dans des circonstances incompréhensibles. La logique officielle, il aurait pu partir quelque part, perdre la raison ou être victime d'un accident mystérieux, et son piolet aurait été trouvé par quelqu'un et replacé à son emplacement. Ou bien, il aurait lui-même, dans une sorte de transe, accompli une ascension impossible. Mais toutes ces hypothèses ne reposent sur aucun fait. En juillet 1989, alors que l'été battait son plein dans le nord-ouest des États-Unis, Caitlin Andrews, âgée de 23 ans, est partie en solo dans le parc national du Mount Hood, dans l'Oregon. Elle aimait la nature et n'avait pas peur des itinéraires difficiles. Selon sa famille, Caitlin rêvait depuis longtemps de voir les célèbres sommets et cascades de cette région, que beaucoup considéraient comme les joyaux de la beauté du Nord-Ouest. La jeune femme tenait un carnet dans lequel elle notait où et quand elle comptait faire telle ou telle ascension. Cette fois-là, son choix s'était porté sur le sentier menant à la cascade Tamanaves, un itinéraire pas très difficile, mais incroyablement pittoresque, avec un torrent impétueux se frayant un chemin à travers les dépôts de lave. D'après les souvenirs de certains touristes qui ont brièvement rencontré Caitlin au début du sentier, elle marchait légère, avec un petit sac à dos, souriante, et leur a demandé le chemin pour se rendre à la cascade, voulant s'assurer qu'elle avait bien pris la bonne direction à la bifurcation. C'était tôt le matin. Le soleil illuminait déjà les sommets du mont Hood, mais les gorges et les sentiers restaient dans l'ombre fraîche. Caitlin semblait joyeuse et pleine d'entrain. Personne n'a mentionné qu'elle était accompagnée, et elle-même partait souvent seule pour ce genre de mini-randonnée. Vers midi, comme l'ont ensuite raconté les membres d'un groupe de randonneurs, ils se dirigeaient eux-mêmes vers la cascade de Tamanaves, profitant du grondement de l'eau, lorsqu'ils ont soudain entendu une voix féminine chanter. C'était une très belle mélodie, une sorte de chanson folklorique qu'elle chantait à tue-tête, ont déclaré les témoins. La voix résonnait dans le canyon, et c'était très atmosphérique. Ils ont pensé que quelqu'un profitait simplement du moment et ont accéléré le pas, se disant « Ce sera sympa d'admirer la cascade ensemble ». Cependant, quelques minutes plus tard, lorsque le groupe est arrivé au pied du Tamanaves, la source du chant avait disparu. La cascade rugissait de toute sa force, le soleil était toujours au zénith, mais la jeune fille était introuvable. Au début, les touristes ont pensé « Elle est peut-être déjà remontée le sentier ou s'est cachée sous un auvent rocheux ». Là où l'eau se brise contre les rochers,
Il y a souvent une brume vaporeuse qui peut facilement dissimuler une personne. Plusieurs personnes se sont dispersées, ont contourné les rochers et ont jeté un œil derrière un étroit rebord. Sans résultat, aucun d'entre eux n'avait vu la jeune fille, si c'était bien Kathleen, s'éloigner. La mélodie s'était brusquement arrêtée alors qu'elle était encore assez forte 1 minute auparavant. En regardant autour d'eux, les gens ne trouvèrent ni sac à dos, ni traces de pas visibles près de la rivière, même si le sol était légèrement humide. « Elle s'est volatilisée, c'est tout », a alors déclaré l'un des touristes. Le soir, lorsque le groupe de touristes est revenu au parking, ils ont parlé aux gardes forestiers, mentionnant qu'il était possible que quelqu'un ait disparu, car il s'était produit un incident très étrange. Une jeune fille chantait, puis avait disparu en l'espace de quelques minutes. La région de la cascade de Tamanaves est pourtant assez fréquentée et personne n'a signalé de disparition. Pour l'instant, cela semblait être un incident curieux, même si certains commençaient à s'inquiéter qu'elle soit tombée à l'eau. Mais les recherches menées pendant 2 heures au pied de la cascade n'ont rien donné. L'eau était claire et aucune trace de chute n'a été trouvée. Le lendemain, un jeune homme agité s'est précipité vers le garde forestier. Les amis de Kathleen Andrews m'ont appelé. Ils disent qu'elle était partie la veille et qu'elle n'était pas revenue. Il s'avère que Kathleen avait un plan, revenir au camping convenu dans la soirée pour partir le lendemain en voiture avec une amie. Mais elle ne s'est pas présentée. À l'époque, les téléphones portables n'étaient pas encore très répandus et ses amis ont suivi la procédure habituelle. Ils se sont rendus à l'endroit convenu, n'ont pas trouvé Kathleen et ont appelé le garde forestier. C'est ainsi que s'est formé le point de départ de l'opération de recherche et de sauvetage. Dès le matin du 3e jour suivant sa disparition, probablement le 15 juin, des bénévoles et des employés du parc ont commencé à survoler la zone en hélicoptère et à parcourir les sentiers à pied, interrogeant les touristes pour savoir si quelqu'un avait vu la jeune fille. 2 personnes d'hommes se sont souvenues avoir vu une jeune femme près de la cascade, mais leur description était vague. Cela coïncidait avec le moment où ils avaient entendu chanter. Le plus étrange attendait les chercheurs 2 jours plus tard. À environ 5 km du campement présumé de Kathleen, elle voulait installer sa tente plus près du début du sentier. Dans une partie complètement différente du sentier, son sac à dos a été retrouvé dans les buissons. D'après les documents qui se trouvaient à l'intérieur, il appartenait sans aucun doute à Kathleen. Le sac à dos contenait des fournitures de bureau, un petit carnet de croquis, un portefeuille avec une carte d'identité, un peu de nourriture et une bouteille d'eau. Tout semblait relativement en ordre, rien n'était éparpillé, comme si quelqu'un avait soigneusement laissé ce sac à dos là, ou comme si Kathleen elle-même, pour une raison inconnue, l'avait retiré et était partie. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi une voyageuse abandonnerait-elle son sac avec toutes ses affaires, y compris des documents importants? Aucune tache de sang, aucune déchirure, il était simplement posé par terre, a déclaré l'un des rangers qui a découvert le sac. La zone où le sac à dos a été trouvé avait déjà été fouillée, mais apparemment pas de manière très approfondie. Ou bien avait-il été déposé là plus tard? Les participants à la recherche étaient perplexes. Le chien pisteur, qui avait été amené jusqu'au sac à dos, n'a fait que tourner plusieurs fois autour des buissons avant de perdre la trace. Malgré tous les efforts déployés, l'opération n'a pas permis de trouver de nouveaux indices. Personne n'a revu ni entendu Kathleen. Son sac à dos était intact, sans aucune trace indiquant qu'elle avait tenté de fuir quelqu'un ou qu'elle se préparait à partir quelque part. Les rangers ont soulevé la question. Peut-être s'agit-il d'un accident? Elle est tombée dans une cascade? Mais alors, pourquoi son sac à dos se trouve-t-il ailleurs? Et pourquoi personne n'a trouvé de corps, en bas? Peut-être s'est-elle perdue et a-t-elle retiré son sac à dos?
mais par temps clair et sur un sentier facile, cela semble peu probable. Une semaine plus tard, les recherches ont été interrompues. Tout le monde comprenait que les chances de la retrouver vivante étaient très faibles. Ni le corps, ni des vêtements supplémentaires, ni l'appareil photo, si elle en avait un, ni l'équipement n'ont été retrouvés. Les bénévoles ont ratissé la zone pendant encore 2 jours, tombant sur des décombres de rondins et des corniches, mais sans résultat. Finalement, la police a déclaré que la disparition de Kathleen Andrews reste un mystère. Aucune preuve de violence, aucun indice laissant penser qu'elle aurait pu partir de son plein gré. Au début du mois de juin 1989, l'enquête a été suspendue. « Nous avons épuisé toutes les pistes », ont déclaré les policiers. Il n'y a aucun nouvel indice. Kathleen Andrews est restée l'un des mystères silencieux de Mount Hood, où la beauté de la nature se transforme en tragédie inexplicable. Son corps n'a pas été retrouvé. Il n'y avait aucune trace d'elle, seulement son sac à dos quelques jours plus tard. La famille a organisé une cérémonie funéraire symbolique, dans l'espoir que la vérité finirait par éclater un jour. Mais les décennies y ont passé, et cette histoire reste un rappel effrayant de l'imprévisibilité de la nature lorsque l'homme se retrouve seul face aux secrets cachés derrière le grondement des cascades et les ombres de la forêt. Après de nombreuses années, le sort de Daniel Murphy, Benjamin Reed et Kathleen Andrews reste un mystère. Toutes les tentatives pour trouver une explication, même minime, ont été vaines. Peut-être que ces histoires resteront un rappel inquiétant de la fragilité et du mystère qui sépare la réalité familière de l'inconnu qui se cache dans les montagnes et les forêts américaines. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires inexplicables, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à donner votre avis dans les commentaires sur ce qui a pu arriver à ces personnes. Peut-être que votre version sera la plus proche de la vérité. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et soyez prudents lors de vos voyages. Le col Dyatlov, dans le nord de l'Oural, est l'un des endroits les plus mystérieux de Russie. En 1959, une tragédie inexplicable y a coûté la vie à 9 touristes. Cependant, peu de gens savent que des événements étranges et effrayants ont continué à se produire dans cette région pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous allons vous raconter 3 histoires réelles et encore inexpliquées de disparitions et de morts mystérieuses de personnes qui se sont rendues au col Dyatlov pour des raisons tout à fait ordinaires. Certains voulaient faire des photos, d'autres accomplissaient une mission professionnelle, d'autres encore étudier la nature locale. Chacun d'entre eux a été confronté à l'inexplicable, et aucun de ces cas n'a encore trouvé d'explication rationnelle. Que se passe-t-il réellement dans la région du col Dyatlov? En janvier 1993, un groupe de 3 amis, Pavel Meleov, 28 ans, Anastasia, Nastia, Guseva et Anton Sokolov, âgé de 31 ans, se sont rendus au col Dyatlov afin de combiner une excursion passionnante avec une séance de photographie nocturne de paysages lunaires rares. Tous 3 étaient amateurs de randonnées hivernales, vivaient à Ekaterinbourg et connaissaient l'histoire tragique liée à cet endroit, mais n'étaient pas attirés par le mysticisme. Ils voulaient simplement immortaliser sur pellicule la beauté des montagnes enneigées du nord de l'Oural, au clair de lune, et tester leurs limites dans des conditions difficiles. Chacun d'entre eux avait déjà fait des randonnées hivernales, savait monter une tente et allumer un feu par des températures négatives. Pavel, le leader informel du groupe, était professeur de physique et passionné d'astronomie depuis son enfance. Il avait remarqué à plusieurs reprises
que la Lune était très haute dans cette région en hiver et pensaient que, dans certaines conditions météorologiques, il était possible de prendre de magnifiques photos. Nastia Gousseva était en dernière année de licence de philologie, mais elle était passionnée par le folklore et les légendes. Elle aimait collecter des contes sur différents endroits de l'Oural, même si elle ne croyait pas au mysticisme. Anton Sokolov, ingénieur électricien de profession, savait réparer même les radios et les téléphones portables les plus complexes, dans la mesure où ils pouvaient être utilisés à l'époque. Mais il soutenait surtout ses amis dans leurs expéditions grâce à ses talents de skieur presque professionnel. L'idée même de se rendre au col Dyatlov en janvier semblait un peu excentrique, mais les jeunes avaient hier tout prévu. Ils comptaient trouver un endroit confortable sur la pente pour passer la nuit avec leurs appareils photo et immortaliser les paysages lunaires et les nuages. Ils sont arrivés dans la région du col Dyatlov le 22 janvier, après avoir laissé leur voiture dans l'un des villages en contrebas et convenu de revenir dans environ 5 jours. Cette région est bien connue pour les événements tragiques de 1959, mais elle attire également les amateurs de sports extrêmes pour ses itinéraires hivernaux. À cette période, le temps était rude, mais pas extrêmement froid, avec environ moins 15 degrés la nuit. D'après les dernières notes dans les journaux, le groupe a réussi la première partie du trajet et a installé son campement à une altitude suffisante pour éviter les vents violents. Pendant environ 3 jours, ils se sont adaptés et ont effectué des sorties radiales. D'après les notes de Nastia, le temps est supportable, le vent est faible, le ciel nocturne est d'une clarté saisissante, la lune est vraiment brillante. Leur dernière nuit sur la route est arrivée comme prévu. Le 25 janvier, ils voulaient monter un peu plus près du col, installer leur tente, puis, dans la nuit du 26, prendre toute une série de photos au clair de lune. Dans son journal, Pavel mentionne « Je suis surpris de voir que la lune est exceptionnellement grande aujourd'hui et qu'elle émet une lumière particulière. C'est peut-être un effet optique dû aux cristaux de glace dans l'air. » Il est également noté qu'avant la nuit, ils ont remarqué un comportement étrange chez les animaux de la forêt. Nous avons de nouveau vu des traces de gloutons, mais à un moment donné, tout semblait s'être tu. Les derniers mots de Nastia dans ses notes, « J'ai l'impression que quelque chose nous empêche d'avancer, tout est étrangement calme, comme si la forêt retenait son souffle. » Le lendemain, le 26 janvier, lorsque le groupe n'a pas donné signe de vie, même s'il était prévu qu'ils ne puissent pas communiquer en raison de l'absence de liaison radio, personne ne s'est encore inquiété. Mais le 28 janvier, lorsqu'ils ne sont pas apparus en bas, les touristes qui les connaissaient et les parents d'Anton ont commencé à s'inquiéter. Des personnes connaissant bien la région se sont rendues en motoneige à l'emplacement présumé du campement. Vers midi, ils ont trouvé la tente, située dans un endroit relativement abrité sur une pente menant au col. Un petit sapin et des buissons la protégeaient du vent, de sorte qu'il n'y avait pas de congère. Cependant, les jeunes n'étaient pas à l'intérieur. Lorsque les sauveteurs, à l'époque, il s'agissait de volontaires et de 2 membres de l'équipe de Yegurt, ont jeté un œil à l'intérieur, tout était en ordre. Les sacs de couchage, les vêtements chauds, les réserves de nourriture et les appareils photo, à l'exception des pellicules. Apparemment, personne n'était pressé de quitter le camp. Pourquoi auraient-ils abandonné leurs vêtements chauds dans le froid? Ils n'ont remarqué aucune trace de lutte ou de fuite précipitée. La fermeture éclair de la tente était soigneusement fermée. Les affaires n'étaient pas éparpillées. Les empreintes de pas dans la neige avaient donc été partiellement recouvertes, mais rien n'indiquait où les gens étaient partis. L'idée leur était venue qu'ils étaient partis faire des photos de nuit. Peut-être que quelque chose s'était déjà passé en chemin. Au cours de la journée, l'équipe de recherche a commencé à élargir son périmètre de recherche, à la recherche du moindre indice.
À environ 1 kilomètre à l'ouest du camp, les sauveteurs sont tombés par hasard sur un groupe de bâtons de ski et des tuskis eux-mêmes, plantés verticalement dans la neige, comme si quelqu'un les avait délibérément enfoncés là. Une fois de plus, il n'y avait aucune trace autour, pas de vêtements ni de sac à dos, seulement ces skis et ces bâtons. Les chiens qui accompagnaient dans les sauveteurs ont perdu la piste après quelques 2 mètres. Peut-être que le vent l'avait dispersé, même si le temps était encore calme ce jour-là. Tout semblait tellement illogique que les premiers qui ont vu la scène n'ont pas pu l'expliquer. 3 personnes ne pouvaient pas quitter le campement en silence, laisser leurs vêtements chauds et ne pas prendre leurs skis, mais le fait est là, les bâtons et les skis sont plantés dans la neige à 1 kilomètre, et eux ont disparu sans laisser de traces. La fouille de la clairière voisine n'a pas non plus permis de trouver de traces de leurs pas. Les traces ont soudainement disparu au milieu de la neige lisse, comme l'ont déclaré plus tard les participants aux des recherches. Il n'y avait pas de ravin caché, de précipice ou de lac où ils auraient pu tomber. Par la suite, les équipes de secours officielles, mobilisées par les autorités, ont passé 1 semaine à fouiller chaque mètre carré du territoire environnant. Les conditions météorologiques ont en partie compliqué la tâche. Il y a eu de faibles chutes de neige et du vent, mais aucune tempête catastrophique. Techniquement parlant, il est extrêmement difficile de perdre 3 personnes dans une telle région sans laisser la moindre trace. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Les notes laissées dans la tente indiquaient que le soir du 25 janvier, ils avaient admiré une lune magnifique et écrit qu'il régnait un grand silence dans la forêt. L'histoire a rapidement pris des allures de légende. Beaucoup ont entendu parler de la disparition de 3 étudiants au col Dyatlov en 1959, et même si l'endroit est différent, le nom col Dyatlov a toujours une réputation entachée. Ici aussi, il n'y a aucune explication à la disparition soudaine de ces personnes par temps clair. Il n'y a aucun signe de dispersion ou de panique. Les affaires sont soigneusement rangées. Il y a des vêtements chauds et les touristes sont partis sans leurs skis, les laissant plantés dans la neige. Cela semble illogique, car il est difficile et froid de marcher dans la neige profonde sans ski. L'enquête a cherché à savoir s'il y avait eu des conflits au sein du groupe. Non, ils étaient amis. Y avait-il des personnes étrangères dans les environs? Il semble que non. Et des animaux sauvages? Aucune trace, pas de sang, pas de lambeaux de vêtements. À l'issue des recherches, personne n'a été retrouvé, et le rapport officiel indique « portée disparue, cause indéterminée ». L'histoire de la disparition de 3 étudiants près du col Dyatlov en 1993, qui peut sembler être une invention folle, a néanmoins été documentée par la police. L'hiver, une forêt calme, la lune, un silence mystérieux, et le lendemain matin, une tente vide et personne ne sait où sont passés les jeunes. Les skis et les bâtons sont soigneusement rangés à 1 kilomètre de là, et les traces disparaissent soudainement, comme si elles avaient été effacées. Les proches ont cherché des réponses dans les larmes, mais aucune théorie, accident, prédateur, enlèvement, n'a été confirmée par des éléments concrets. Les amateurs de mystère ont repris cet épisode comme preuve que cette région pouvait cacher quelque chose d'inexplicable, héritant ainsi de la mauvaise réputation de Dyatlov dans la culture des disparitions. De nombreuses années ont passé, mais les traces des 3 jeunes amateurs de photographie nocturne n'ont jamais été retrouvées. À l'automne 1996, le nord de l'Oural était déjà recouvert des premières gelées, et tout le monde savait que l'arrivée prochaine de l'hiver rendrait les montagnes et les cols locaux pratiquement inaccessibles aux touristes ordinaires. Rares
était l'un de ceux qui osèrent de s'aventurer dans ces contrées puis à cette époque. Mais les services aériens continuaient néanmoins d'effectuer quelques vols de reconnaissance. Il fallait surveiller les conditions météorologiques, contrôler le givrage et rester en alerte en cas d'urgence dans les zones difficiles d'accès. L'un de ces pilotes, travaillant sous contrat avec les services régionaux d'urgence, était Valéry Chouvalov, 39 ans. Pilote expérimenté, il avait un bon palmarès de vol en montagne. Né dans une famille de militaires, il rêvait du ciel depuis son enfance, avait terminé l'école de pilotage et volait depuis de nombreuses années sur des hélicoptères Mi-2 et Mi-8. Ces dernières années, il avait participé à diverses opérations de recherche et de sauvetage et connaissait bien le relief de l'Oural. Au début du mois d'octobre 1996, il a reçu pour mission d'effectuer un vol de reconnaissance dans la région du col Dyatlov. Officiellement, il devait vérifier l'état des sentiers de montagne, des éboulis rocheux et les éventuelles anomalies météorologiques. À ce moment-là, le temps était relativement stable, avec des vents modérés et aucune précipitation prévue. Chouvalov a décollé de l'aérodrome d'Ivdel dans la première moitié de la journée du 3 octobre. Il était seul à bord, avec son réservoir de carburant et son appareil photo pour immortaliser les pentes verglacées. Il n'y avait ni copilote ni mécanicien, ce qui était courant pour les vols de patrouille courts. Le contrôleur aérien, qui était de rester en contact avec Valéry, a noté que celui-ci se comportait normalement. Il a posé des questions précises sur les conditions météorologiques et s'apprêtait à effectuer quelques tours au-dessus du col avant de revenir. Vers 10h15, le pilote a signalé « J'approche du col Dyatlov. Il y a un peu de vent latéral, mais la maniabilité est normale. » Quelques minutes plus tard, Valéry a repris contact, disant qu'il voyait quelque chose d'étrange au sol, comme une tache blanche ou un reflet. Je ne comprends pas. Le contrôleur a tenté de le rappeler, mais sans réponse. Ce jour-là, le temps était stable au col, sans tempête violente. On a tout de suite pensé qu'il s'était passé quelque chose d'imprévu, que l'hélicoptère s'était peut-être écrasé ou avait dû atterrir en urgence. Une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Un autre appareil a été envoyé, mais pendant toute la journée, on n'a trouvé ni fumée ni débris. L'équipe de sauvetage a atterri au pied du col et a tenté de contourner le col et ses environs à bord de véhicules tout-terrain. En vain. Le lendemain, une équipe plus importante a été mobilisée pour ratisser la zone dans un rayon de plusieurs kilomètres, en se basant sur l'itinéraire présumé de Chouvalov. Cependant, aucune trace visible de l'accident n'a été trouvée. Tout semblait calme et désert. Les jours passaient, le froid automnal s'intensifiait. Les gens se creusaient la tête. S'il s'était écrasé, il y aurait des débris, de la fumée, un incendie. S'il avait atterri, il aurait sûrement donné signe de vie. Finalement, toute l'opération prit une ampleur considérable. 6 ou 7 jours après la disparition, les bénévoles et les sauveteurs commencèrent à comprendre que, dans le brouillard, cela ressemblait déjà à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les montagnes et les forêts s'étendaient sur des kilomètres, avec de nombreux gorges et massifs denses. Mais un mois plus tard, alors que l'espoir s'évanouissait, un événement vint compliquer encore davantage la situation. L'un des pilotes effectuant un vol pour une autre mission a remarqué un hélicoptère posé dans une clairière près d'un petit lac, à environ 10 km au nord-ouest du col. Cet endroit avait déjà été fouillé, mais pas très minutieusement, car on pensait que si l'appareil avait atterri là, les traces auraient été évidentes. Et en effet, vu du ciel, l'hélicoptère semblait intact, les pales n'étaient pas endommagées et le train d'atterrissage était droit. Aucun signe d'atterrissage d'urgence. Le sol était plat, il n'y avait ni bosse ni trace de carburant sur l'herbe. Une équipe de sauveteurs a immédiatement été envoyée sur place. En s'approchant de l'appareil,
Ils ont constaté que la cabine était vide. Les portes étaient fermées, mais pas verrouillées. À l'intérieur, tout semblait calme. Le tableau de bord était éteint, à l'exception de la radio, qui était allumée, comme si une tentative de communication n'avait pas abouti. Dans la cabine se trouvait l'appareil photo de Chouvalov, un zénith ordinaire, d'après la description, soigneusement rangé sur le siège. Il n'y avait aucun signe de lutte ni de bosse, aucun document ni carte de navigation. Le pilote lui-même avait disparu sans laisser de traces. Après avoir inspecté l'hélicoptère en détail, les experts ont constaté qu'il restait encore du carburant. Qu'est-ce que cela signifie? On ne sait pas. Peut-être que Valérie s'est posée ici délibérément. Mais pourquoi? L'hélicoptère ne présente aucune blessure, ni panne. Même les roues du train d'atterrissage sont intactes. S'il avait l'intention de quitter l'appareil, pourquoi n'a-t-il appelé personne? Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas communiqué par radio, puisque celle-ci était allumée? Au sol, il n'y avait aucune empreinte ni trace, seulement de l'herbe rase. Les chiens ont tourné en rond pour essayer de retrouver la trace du pilote, mais selon les cynologues, l'odeur était ancienne et se dissipait rapidement dans la fraîcheur automnale. D'autant plus qu'un mois s'était déjà écoulé. Il se trouve que la voiture a été retrouvée intacte, mais l'homme avait disparu dans une direction totalement inconnue. Les responsables de l'opération de sauvetage ont décidé de passer à nouveau au peigne fin la forêt et les collines, autour de la clairière, comme ils l'avaient déjà fait au col. Et encore une fois, rien. Pas le moindre vêtement, pas de chaussures, pas de chariot avec des outils. Une question logique se posait: où était passé Valérie Chouvalov? S'il s'était senti mal, il aurait pu rester dans la cabine. Mais il n'y était pas. S'il avait décidé d'aller chercher de l'aide en laissant la radio allumée, pourquoi n'avait-il pas appelé par radio? Selon certaines hypothèses, il aurait pu voir quelque chose, se souvenir de l'étrange chose sur le sol dont il avait parlé au contrôleur avant de disparaître et être sorti pour vérifier. Mais comment survivre sans nourriture ni abri chaud? Et pourquoi revenir? Un habitant de la région, familier de la situation, a indiqué que, parfois, dans l'Oural, il y a des légendes selon lesquelles des gens voient quelque chose d'inhabituel et le suivent. Bien sûr, cela relève du mystique, mais le fait est que le pilote aurait pu quitter le cockpit de son plein gré, puisqu'il n'y a aucun signe de combat ou de vol. Cependant, la question de savoir si quelqu'un l'a emmené de force ou non reste sans réponse. Les Wurft ont finalement annoncé officiellement que le pilote Valérie Chouvalov était porté disparu, qu'il n'y avait aucune trace de lui et que l'appareil avait été retrouvé sans dommage. Il convient de noter qu'avant de couper la communication radio, Chouvalov a transmis le message suivant: « Je vois quelque chose d'étrange au sol. » Le contrôleur n'a jamais reçu de précision. Il n'est pas exclu que le pilote ait atterri pour examiner l'objet. Mais pourquoi n'est-il pas revenu? On ne sait pas ce qu'il y avait là-bas. Plus tard, quelques passionnés se sont rendus dans la clairière pour tenter de trouver le moindre indice de cet objet étrange. Mais ils n'ont rien vu d'anormal. Seule l'humidité automnale et un petit ruisseau subsistaient. La police a finalement abandonné les recherches à grande échelle. Les forêts denses de l'Oural rendent difficile la découverte d'un corps si la personne s'est éloignée à pied. En hiver, les traces ont certainement été recouvertes par la neige. L'affaire a donc été classée, le pilote disparu, sans signe de violence, présumé mort, mais dans des circonstances inconnues. Les proches de Chouvalov ont insisté pour que les recherches se poursuivent, mais cela s'est avéré trop difficile sur le plan financier et logistique. Diverses rumeurs circulaient. Certains disaient que l'appareil avait été envoyé en mission secrète et que tout cela n'était qu'une mise en scène, mais ce ne sont que des conjectures. Pourquoi un pilote fiable aurait-il disparu sans ses papiers en abandonnant son hélicoptère avec la radio allumée?
Peu de gens ont envisagé une dépression nerveuse. Chouvalov était connu pour son caractère calme et adorait son travail. Un crime? Peu probable, car il n'y avait aucune trace de lutte. Certains ont évoqué la région du col Dyatlov et son histoire de phénomènes anormaux. Mais tout cela n'est que conjecture. En mai 2002, Ivan Kartachov, géologue de 44 ans et spécialiste expérimenté originaire d'Ekaterinbourg, s'est rendu dans la région du col Dyatlov avec un objectif scientifique bien précis: prélever des échantillons de sol et de roches pour ses recherches. Il connaissait bien la région. Il avait déjà participé à plusieurs expéditions dans le nord de l'Oural et s'était rendu à plusieurs reprises près de ce col tristement célèbre. Ivan ne croyait ni au mysticisme ni aux rumeurs. Il s'intéressait exclusivement à la géologie et aux minéraux rares qui, selon lui, pouvaient y se trouver dans cette région. Après avoir pris son sac à dos et ses outils, un marteau, une pelle, des tubes A et C, il partit en 4x4 vers le point de départ de son itinéraire, prévoyant de passer environ 2 semaines dans les montagnes, en respectant strictement son programme et en restant en contact avec ses collègues par téléphone satellite, car il n'y avait aucun autre moyen de communication dans cette région. Tout a commencé à sembler anormal lorsqu'au bout d'1 semaine, il a cessé d'envoyer ses rapports réguliers. Jusque-là, il donnait régulièrement de ses nouvelles, 1 fois par jour, envoyant simplement ses coordonnées ou disant « tout va bien ». Mais là, plus rien. Au début, ses amis, ses collègues et ses proches ont pensé à un problème technique. Il pouvait y avoir des problèmes de communication dans les montagnes, et Ivan n'était pas du genre à faire une erreur aussi bête. Mais quand il ne s'est pas présenté au rendez-vous à l'heure prévue, l'inquiétude a commencé à monter. Une équipe de secours s'est rapidement formée. Des personnes connaissant bien l'Oural, des employés du ministère des situations d'urgence, des touristes bénévoles. Ils ont essayé de le retrouver à partir des dernières coordonnées transmises par Ivan. Il s'agissait d'une zone boisée relativement calme au pied d'une chaîne de montagnes. C'est là qu'ils ont découvert le premier campement. La tente d'Ivan était encore debout, avec une partie des provisions, une gamelle de camping, quelques effets personnels, mais les instruments géologiques, marteaux, conteneurs pour échantillons, pelles, avaient disparu. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun désordre, comme si l'homme avait quitté le campement à la hâte en laissant une partie de son équipement. Selon les suppositions du ministère des situations d'urgence, il était parti plus loin, peut-être pour 1 jour ou 2. Nous avons fait le tour du campement, en criant et en cherchant, mais sans résultat. Le temps était clément, même si le gel pouvait s'installer pendant la nuit. Ce n'est que quelques 2 jours plus tard, après avoir élargi le périmètre de recherche, que les sauveteurs ont remarqué un rocher inaccessible à 3 km au nord du campement. Les documents du géologue n'indiquaient même pas qu'il prévoyait d'escalader des falaises. Il n'avait pas emporté de matériel d'alpinisme et ne pratiquait pas l'escalade, se considérant plutôt comme un pédologue et lithologue, comme il le disait lui-même en plaisantant. Et pourtant, l'hélicoptère envoyé en reconnaissance a découvert quelque chose d'étrange. Sur un petit sommet, assez abrupt sur 3 côtés, on distinguait la silhouette d'un homme. En regardant de plus près, les pilotes ont réalisé qu'il s'agissait du corps immobile d'une personne. Une équipe de sauveteurs a été envoyée sur place, qui a dû utiliser un équipement d'alpinisme spécial, car il n'y avait ni sentier ni chemin facile pour monter. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet, une scène horrible s'offrit à leurs yeux. Ivan Kartachov était assis là, adossé à la paroi rocheuse froide, les yeux fermés, et sous lui, une petite plateforme de glace et de neige. Son visage n'était pas déformé par la douleur, il ne semblait pas effrayé, il avait l'air endormi.
Des instruments géologiques étaient bancs éparpillés tout autour. Un marteau, des fragments de tubes à essai, une pelle. Aucune trace de blessure n'a été trouvée. Il ne semblait pas être tombé de haut. Il n'y avait aucun équipement d'alpinisme, aucune corde, rien qui puisse expliquer comment il avait pu grimper là. Il portait les mêmes vêtements que ceux qu'il portait habituellement lors de ses expéditions sur le terrain, mais ceux-ci n'étaient pas adaptés à l'escalade d'une paroi abrupte. L'examen médical sur place n'a révélé aucun signe évident de violence ou de blessure, comme si son corps s'était simplement arrêté de fonctionner. Le corps n'était pas gelé, même s'il faisait frais, mais pas mortel, et ne présentait pas de blessure par arme blanche. Bien sûr, l'expert a ensuite émis l'hypothèse d'un arrêt cardiaque, mais la conclusion est restée vague. La cause du décès est inconnue. Aucun signe de violence n'a été constaté. La situation elle-même a choqué les sauveteurs. Pour arriver là-bas, ils ont passé plusieurs heures à grimper à des cordes solidement fixées, et Ivan s'est retrouvé là, sans équipement visible au milieu de la nuit ou à l'aube. La police a tenté de trouver une explication rationnelle. Certains ont dit qu'il avait peut-être été pris par son enthousiasme pour la géologie, qu'il était parti à la recherche d'un échantillon et qu'il n'avait pas évalué la difficulté du chemin. Mais la falaise est presque à pic et Kartachov n'était pas un amateur de sensations fortes. Les personnes présentes sur les lieux ont convenu qu'il fallait au moins un équipement d'alpiniste de base pour arriver jusqu'ici. De plus, le corps ne présentait aucune blessure, comme s'il avait été téléporté là par hasard. Les outils étaient éparpillés de manière étrange, comme s'il les avait attrapés, avait commencé à faire quelque chose et les avait abandonnés. Les proches d'Ivan étaient désemparés. Tous ceux qui le connaissaient ont déclaré « C'est incroyable. Ivan ne se serait jamais aventuré seul sur une paroi aussi effrayante, sans équipement de sécurité, et surtout, pourquoi ? Quelqu'un pourrait-il imaginer qu'il ait été victime d'un crime, mais il n'y avait aucune autre trace au sommet, ou bien, confronté à un inconnu, s'est-il enfui dans la panique sans laisser de traces logiques ? Difficile à croire. L'affaire de la mort du géologue Ivan Kartachov en mai 2002 a ainsi rejoint la liste des disparitions, décès anormaux dans la région du col Dyatlov. Techniquement, la région est caractérisée par des conditions difficiles, mais généralement, les gens ne disparaissent pas de manière aussi inexplicable. Dans son rapport final, la police a déclaré « Mort dans des circonstances inconnues, la version de l'accident n'a pas pu être confirmée. » Bien sûr, personne n'a parlé de paranormal, mais le contexte, à savoir qu'un autre mystère s'était produit dans cette zone tristement célèbre pour les événements de 1959, a involontairement alimenté les discussions. Certains passionnés ont ajouté ce cas à la liste des « analogues de Dyatlov », lorsqu'une personne expérimentée, connaissant bien la région, disparaît sans raison apparente, puis est retrouvée dans un endroit où elle n'avait physiquement aucune chance d'arriver seule, qui plus est de nuit ou au crépuscule. Les théories allègent de perte de conscience instantanée et enlèvement par des prédateurs. Mais alors, pourquoi le corps est-il intact ? Crise psychique spontanée, provoquée par un facteur naturel inconnu. Certains ont laissé entendre que des niveaux élevés de radiation ou d'autres anomalies avaient été enregistrés dans la région du col. Quoi qu'il en soit, la famille d'Ivan a organisé ses funérailles, mais ses échantillons et ses notes n'ont malheureusement jamais été analysés. Dans son sac à dos, près du camp, on n'a trouvé qu'une partie de ses notes, qui ne faisaient pas mention d'un projet d'ascension de la falaise, mais seulement des plans généraux pour des analyses du sol et des indications sur des endroits où l'on pouvait trouver des minéraux. D'après ces notes, Ivan voulait passer encore un jour ou deux dans la région et revenir le 20 mai. Cherchait-il quelque chose de particulier dans les zones rocheuses supérieures ? Cela reste un mystère.
Malgré les efforts des sauveteurs et de l'enquête, il n'a pas été possible de comprendre ce qui était arrivé à ces personnes. Le col Dyatlov et ses environs restent l'un des endroits les plus mystérieux de la planète, où la frontière entre la réalité et l'inconnu devient trop mince. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager votre opinion dans les commentaires. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à ces personnes? Peut-être que votre opinion permettra de faire la lumière sur les secrets du col Dyatlov. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la nature peut être aussi belle que dangereuse. Chaque année, des milliers de personnes se rendent dans les parcs nationaux américains, dans l'espoir d'admirer de magnifiques paysages et de passer un moment paisible dans la nature. Cependant, parfois, dans les circonstances les plus ordinaires, des événements totalement inexplicables se produisent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous découvrirez 3 histoires réelles de disparitions pour lesquelles il n'existe aucune explication rationnelle. Jessica Blackwood, qui a disparu en quelques secondes lors d'un pique-nique dans le parc national du Mont Rainier. Sarah Levin, qui s'est perdue sur un sentier de Yosemite dans un épais brouillard et qui est revenue 1 an plus tard sans avoir la moindre idée du temps qui s'était écoulé. Et 3 amis pêcheurs, Louis Mendez, Harry Watson et Oliver Somers, qui ont disparu sans laisser de traces dans le parc national des Everglades, laissant leur tente, leur nourriture et leur bateau intacts sur la rive d'un lagon désert. Que pouvait-il bien être arrivé à ces personnes? Essayons de le découvrir ensemble. En juillet 2000, en pleine saison touristique, Jessica et Eric Blackwood, âgés de 28 ans, ont choisi de passer leurs vacances dans le parc national du Mont Rainier, dans l'État de Washington. Ils rêvaient donc depuis longtemps de voir de leurs propres yeux les paysages légendaires sur lesquels s'élève le sommet enneigé du volcan Rainier et de parcourir l'un des sentiers les plus populaires. Le temps s'annonçait étonnamment clair, ce qui réjouissait particulièrement le jeune couple. Dans cette région, le temps peut changer rapidement, apportant brouillard et précipitations. Selon les Blackwood eux-mêmes, ils ne prévoyaient qu'une courte randonnée, admirer la vue sur les prairies montagneuses et les cascades, déjeuner en plein air, puis retourner dans la petite ville d'Ashford, où ils avaient réservé une chambre d'hôtel pour la nuit. Le matin du 14 juillet, ils se sont garés à l'entrée d'un sentier très fréquenté, où se trouvait un panneau d'information avec une carte, et se sont mis en route. Jessica, plus passionnée de photographie, marchait tantôt plus lentement, tantôt plus vite, essayant de capturer la beauté de la forêt avec son appareil photo, tandis qu'Eric portait leur sac à dos commun contenant leur équipement, un peu de nourriture, de l'eau et des pulls chauds. Vers midi, ils ont choisi un endroit pour déjeuner, où une petite pente douce descendait vers un ruisseau visible en contrebas. Le soleil brillait à travers les grands sapins et les épicéas, tandis que la fraîcheur des montagnes offrait un contraste agréable. Assis sur une couverture étendue, ils ont commencé à manger leur sandwich et à discuter de leurs projets pour l'après-midi. Selon Eric, dont les souvenirs ont ensuite été consignés par le personnel du parc, Jessica était de bonne humeur, plaisantait et essayait de photographier un écureuil qui apparaissait au tronc d'un arbre. Vers 13 heures, il n'avait plus d'eau, et Eric a décidé d'aller en chercher dans un ruisseau qui coulait à une vingtaine de mètres de leur campement. « Je m'absente 1 minute, a-t-il dit. « Reste ici, je reviens vite. » Sa femme lui a simplement souri et lui a demandé de ne pas laisser les restes de nourriture traîner pour ne pas attirer les animaux. Lorsqu'Eric s'approcha du ruisseau, il entendit Jessica rire, un rire féminin cristallin qui venait de la forêt. Cela l'étonna, car elle était probablement assise à sa place,
Et pourtant, le rire semblait venir de plus loin. J'ai pensé qu'elle avait vu quelque chose de drôle ou un animal et qu'elle était allée dans les bois, raconta-t-il plus tard. Mais j'ai rempli la bouteille, je me suis retourné et j'ai décidé de revenir rapidement. Cela ne lui prit que quelques minutes, mais lorsqu'il revint à l'endroit où se trouvait la couverture, avec la nourriture, Eric vit que Jessica n'était pas là. Il l'a appelée à voix haute. « Jess, où es-tu » Pas de réponse. Il a alors remarqué que toutes ses affaires étaient là, y compris l'appareil photo et l'imperméable plié, et que le déjeuner n'avait pas été touché. Aucun signe de précipitation, de lutte ou de chute. Comprenant qu'il se passait quelque chose d'étrange, Eric partit à la recherche de sa femme. Il pensa d'abord qu'elle était partie faire un besoin naturel, mais après quelques dizaines de mètres, la forêt devint plus dense et il ne vit aucune trace. Au bout de 5 minutes, il a commencé à paniquer. Il criait de plus en plus fort, mais seul le silence répondait parmi les arbres. Personne ne répondait. Au bout d'un quart d'heure, il a décidé de descendre le sentier et, après avoir rencontré 2 touristes, il leur a demandé de l'aide. Ils l'ont aidé à fouiller un petit périmètre dans la forêt. Sans résultat. Jusqu'au soir, Eric, aidé par un groupe de bénévoles qui s'était formé, a ratissé les environs. Ils ont appelé les gardes forestiers du parc, qui sont arrivés avec un chien. Le chien a pris l'odeur des affaires de Jessica, a couru jusqu'à l'endroit où elles avaient donc déjeuné et a fait le tour des buissons les plus proches, puis a semblé perdre la piste ou se perdre. Au bout de quelques heures, il était devenu évident que la femme n'avait pas été retrouvée et qu'il n'y avait aucune chance de la retrouver immédiatement. Le parc a organisé une grande opération de recherche et de sauvetage, mobilisant plusieurs employés, des bénévoles et, le lendemain, un hélicoptère. Mais les recherches n'ont abouti à rien, ni nouveaux vêtements, ni traces du campement, ni appels à l'aide. Au cours des recherches, ils sont tombés sur un seul objet, un petit réchaud de camping, comme mentionné dans le rapport, que Jessica aurait pu transporter dans son sac à dos, a été trouvé non loin du sentier. Mais tout semblait indiquer que l'objet avait simplement été jeté par terre. Aucune égratignure, aucun signe que quelqu'un l'avait jeté à la hâte. De plus, cet endroit avait déjà été fouillé, mais aucun signe de sa présence n'avait été trouvé. On avait donc l'impression que le réchaud avait été laissé là après la fin des premières recherches. Le chien a de nouveau perdu la piste à cet endroit et n'a pas pu indiquer avec certitude la direction à suivre. Plusieurs jours de recherches intensives n'ont donné aucun résultat. À la fin de la 2e semaine, les autorités de l'État ont officiellement déclaré l'absence de preuves et de signes de disparition violente. Les parents de Jessica sont arrivés d'un État voisin et ont supplié de poursuivre les recherches. Pendant encore 2 semaines, des bénévoles et des rangers ont continué à parcourir la région à l'aide de radios et de cloches, mais la jeune fille n'a pas réapparu. La région ne présentait pas de danger particulier, pas de falaises, pas de gros animaux. Le risque d'attaque par un ours était faible. Et surtout, la disparition n'avait pris que quelques minutes. C'était une journée claire, il y avait du monde autour. À moins que la jeune fille ne soit partie de son plein gré. Mais pourquoi? Toutes ses affaires de personnel, y compris son portefeuille et ses clés de voiture, étaient restées sur place. Dans ses souvenirs, Eric a souligné à plusieurs reprises qu'il avait entendu le rire très distinct de sa femme, comme si elle se trouvait à quelques mètres dans les profondeurs de la forêt. De plus, ce rire semblait joyeux, sans aucune trace de peur. Mais une seconde plus tard, de retour au pique-nique, il n'a trouvé aucune trace d'elle, aucun signe de lutte, aucune branche cassée, aucune trace de traînée. Rien. Cela ressemblait beaucoup à une disparition soudaine, au milieu de nulle part. La police, après avoir terminé ses recherches, a mentionné dans son rapport
probablement un accident ou des circonstances inconnues. Aucun acte criminel n'a été constaté. Les proches de Jessica se creusaient franchement la tête, ne croyant ni au suicide ni à la fuite. D'autant plus qu'elle venait tout juste d'obtenir son 2e diplôme, voulait changer de travail pour un emploi plus intéressant et était heureuse en mariage. Une femme nommée Jessica Blackwood a disparu d'un sentier du mont Rainier après que son mari se soit éloigné quelques minutes pour aller chercher de l'eau. Son rire a retenti depuis la forêt, puis, quelques instants plus tard, le silence s'est fait et il ne restait plus qu'un sac à dos avec ses affaires et son déjeuner à moitié mangé. Et le campement a été découvert un peu plus tard, à l'écart, sur un sentier qui semblait avoir déjà été inspecté. Aucune trace de blessure corporelle, aucune trace de fuite, ni aucun témoin de l'enlèvement. Version finale. Disparu sans laisser de traces, les recherches n'ont donné aucun résultat. Sarah Levine, une habitante de San Francisco, âgée de 31 ans, a décidé en avril 1997 de faire un mini-voyage dans le parc national de Yosemite pour s'évader de l'agitation de la vie urbaine. Elle avait un court week-end entre 2 périodes de travail et, selon ses amis, Sarah avait depuis longtemps envie de découvrir le légendaire sentier Mist Trail, qui mène aux majestueuses de chutes Vernal et Nevada. Ce sentier est connu pour sa beauté et sa popularité, même au printemps, lorsque les eaux sont abondantes et que les embruns de la cascade peuvent transformer le chemin en un véritable spectacle aquatique. Sportive et aimant les défis, Sarah a décidé que c'était en avril, lorsque la neige n'avait pas encore complètement fondu sur les sommets et que le débit de l'eau était plus important, qu'elle pourrait voir Yosemite dans toute sa puissance primitive. Tôt le matin du 12 avril 1997, Sarah est arrivée au parc en voiture, s'est garée dans la vallée de Yosemite, a enregistré son itinéraire au poste des gardes forestiers, indiquant qu'elle prévoyait de parcourir le Mist Trail, d'admirer la cascade Vernal et, si elle avait le temps, d'aller jusqu'à Nevada et de revenir dans la soirée. Le temps était clair et relativement chaud. Le soleil brillait. Seul un léger vent apportait parfois un peu de fraîcheur depuis les gorges. Personne, pas même Sarah, ne se doutait que cette randonnée allait devenir l'un des épisodes les plus inexplicables de l'histoire du parc. Malgré sa popularité, le sentier Mist Trail comporte des passages très glissants, surtout au printemps, lorsque les embruns de la cascade arrosent abondamment tout autour. Cependant, Sarah était en excellente forme physique. En chemin, elle a rencontré plusieurs touristes et a échangé quelques mots avec eux au sujet de l'itinéraire. Plus tard, beaucoup d'entre eux se sont souvenus à quel point elle semblait heureuse et pleine d'énergie, rayonnante de positivité. Vers midi, selon le témoignage d'un groupe, Sarah était assise sur un rocher près du belvédère surplombant Vernal, en train de manger et de photographier l'arc-en-ciel dans les embruns de la cascade. Elle a dit à quelqu'un qu'elle allait continuer un peu plus loin sur le Mist Trail, mais qu'elle ne comptait pas s'attarder trop longtemps. À 13h, elle allait brièvement discuter avec un garde forestier qui passait dans le coin, lui disant que tout allait bien et que le sentier n'était pas trop glissant. Plus loin, le sentier monte vers la cascade Nevada et traverse une clairière de pins et de sapins. Vers 1400, d'après 2 touristes, Sarah continuait à monter le sentier, mais personne ne l'a vue plus loin. Et vers 15h, à un moment où le sentier est généralement très fréquenté, quelque chose d'anormal s'est produit. Comme l'a déclaré plus tard un petit groupe de 3 jeunes gens qui faisaient une ascension un peu plus haut, nous marchions sur le Mist Trail quand nous avons soudain remarqué un brouillard étrange qui s'était formé dans un ciel parfaitement clair.
Il a enveloppé une partie du sentier pendant littéralement 1 minute. La visibilité était presque nulle, puis tout s'est dissipé. Par temps clair, le brouillard n'était pas rare au-dessus du sentier. Embrun, évaporation, mais aussi dense et disparaissant aussi rapidement, c'est inhabituel. Au même moment, une femme qui photographiait les chutes d'eau a affirmé avoir vu une jeune fille, probablement Sarah, debout sur une partie plate du sentier. En 1 seconde, tout a été recouvert d'un brouillard grisâtre. Elle a détourné le regard vers l'appareil photo, et quand elle a regardé à nouveau, il n'y avait plus personne, comme si la personne avait disparu. Elle a pensé qu'elle s'était simplement éloignée, effrayée par les éclaboussures. Cependant, le soir, lorsque Sarah n'est pas revenue à la voiture et n'a pas donné signe de vie, l'inquiétude a commencé à monter. À Yosemite, si une personne ne revient pas à la nuit tombée, il est possible qu'elle se soit attardée pour prendre des photos ou qu'elle soit allée camper. Mais les amis et la famille de Sarah, qu'elle avait prévenus de son programme, se sont inquiétés. À minuit, les gardes forestiers savaient déjà qu'une touriste avait disparu près du Mist Trail. À l'aube, des équipes de recherche et de sauvetage se sont rendues sur le sentier, fouillant chaque recoin, chaque crevasse, chaque corniche rocheuse. Mais sans résultat, sur les zones rocheuses, aucune trace de lutte, aucun vêtement ni sac à dos de Sarah. Tout semblait intact, comme si une personne s'était évaporée dans les airs. L'histoire du brouillard, épais dans un ciel parfaitement clair, a suscité une perplexité particulière. L'endroit où il a été repéré a été trouvé, mais il n'y avait aucun signe que quelqu'un soit tombé ou ait endommagé quoi que ce soit. Les chiens, qui avaient bien repéré l'odeur de Sarah sur ses affaires dans sa voiture, ont remonté le Mist Trail jusqu'à un certain point, puis ont commencé à courir dans tous les sens, perdant sa trace. Sur les marches en pierre menant de la cascade Vernal à la clairière près de Nevada, on aurait pu s'attendre à ce que quelqu'un ait vu ou entendu un cri, mais rien. Les touristes qui sont arrivés plus tard ont déclaré que le sentier était désert pendant un certain temps et qu'ils n'avaient entendu aucun bruit à part le grondement habituel de la cascade. Pendant 1 semaine, les recherches à grande échelle n'ont donné aucun indice. La police californienne a même fait appel à un hélicoptère qui a survolé la région. La touriste avait-elle quitté le sentier et fait une chute dans le canyon? Mais aucune trace de chute n'a été trouvée. Si une personne avait fait une chute, on aurait normalement vu des végétaux arrachés, voire le corps. Aucun corps, aucun objet, ni sac à dos n'ont été retrouvés dans l'eau. Puis, 1 mois après la disparition de Sarah, un rebondissement étrange est survenu. Ses effets personnels ont été retrouvés à l'endroit même où, selon des témoins, elle aurait pu disparaître dans le brouillard. Un groupe de touristes passant par là a remarqué des objets soigneusement disposés sur une pierre. Une casquette, une bouteille d'eau et à côté, un petit carnet. Le plus étonnant, c'est que cet endroit avait déjà été fouillé à plusieurs reprises auparavant, sans résultat. La police et les gardes forestiers sont complètement perplexes. Comment ces objets ont-ils pu apparaître après si longtemps? Les chiens ont été à nouveau mis à contribution, mais en vain. C'était comme si les objets avaient pas été déposés là. Peut-être que quelqu'un voulait donner un signe, mais tout semblait indiquer qu'il n'était pas là depuis longtemps. Il n'était ni poussiéreux, ni humide. Les parents de Sarah ont déclaré « C'est absurde, quelqu'un se moque de nous ?» Mais aucun indice sur un éventuel criminel. Finalement, l'affaire a été classée « disparue » sans laisser de traces. Ce cas était venu s'ajouter à la triste liste des disparitions mystérieuses à Yosemite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 1 an après la disparition, au début du printemps 1988, la police a soudainement reçu un appel de touristes. « Nous avons trouvé une fille près du Mist Trail. Elle a l'air effrayée, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passe. »
L'équipe de Rangers arrivée sur place a reconnu la jeune femme comme étant Sarah Levine. Elle portait le même costume qu'un an auparavant, bien qu'il fût légèrement sale, mais pas usé jusqu'à la corde. Lors de l'examen, les médecins n'ont trouvé aucune blessure, aucun signe de malnutrition ou d'engelure. Elle semblait désorientée, ne comprenant pas pourquoi tout le monde autour d'elle disait qu'un an s'était écoulé. Lors d'un bref interrogatoire, Sarah a déclaré « Je me suis perdue pendant une journée. J'ai perdu mon chemin après ce brouillard étrange. Mais ensuite je suis revenue sur la piste. Est-ce vraiment un an qui s'est écoulé? C'est impossible. » Et en effet, selon elle, sa disparition n'avait duré qu'une journée au maximum. Selon ses collègues géologues et les policiers, cela semblait tellement inexplicable que les médecins ont effectué toute une série de tests, pensant qu'elle souffrait peut-être d'une perte de mémoire ou d'un trouble mental, mais aucun trouble n'a été détecté. Elle-même se souvenait de tous les détails de son dernier jour, comme si c'était hier et non il y a un an. Le temps s'était arrêté pour elle. Le psychologue n'a constaté qu'une légère anxiété, mais rien de plus. Malheureusement, cette histoire incroyable n'a pas été très médiatisée. Comment une personne peut-elle disparaître pendant un an à Yosemite et réapparaître soudainement en pensant qu'une journée s'est écoulée? La police n'a pas pu donner d'explication officielle, se contentant de consigner les faits. Sarah a disparu en avril 1927 et Katie réapparut en avril 1998 dans la même région. Aucune trace de violence, un corps en bonne santé, des vêtements qui ne semblent pas avoir voyagé pendant un an. Comme si elle était qu'elle était sortie de la réalité, murmuraient les bénévoles. Les proches de Sarah ont remercié le destin de l'avoir ramenée vivante, mais ils ont également reconnu que tout cela ressemblait à une rupture dans le temps. Yosemite, déjà connu pour ses histoires mystiques, a maintenant un épisode encore plus étrange, où une personne disparue dans des circonstances mystérieuses revient un an plus tard, pensant que seulement 24 heures se sont écoulées. De plus, ses affaires ont été retrouvées sur le sentier. Mais ensuite, la jeune fille elle-même affirme qu'elle n'a rien perdu et que sa casquette et son carnet étaient toujours avec elle avant sa disparition. Version officielle de la police. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour expliquer cette disparition. Cela ne ressemble pas à une mise en scène. Aucun trouble mental n'a été constaté. L'affaire reste non élucidée. Les commentateurs contemporains qui respectent l'approche scientifique préfèrent parler du phénomène de fugue dissociative. Mais même cette hypothèse n'explique pas comment elle a survécu, où elle s'est cachée pendant un an et pourquoi elle n'a pas changé pendant cette période. Pour les amateurs de théories paranormales, c'est une indication directe d'un saut dans le temps, d'une autre réalité ou d'anomalie de quelconque. Yosemite continue de garder ses secrets et l'histoire de Sarah Levine a été classée dans le dossier des disparitions très étranges et effrayantes, où la nature elle-même semble jouer avec l'homme, effaçant les frontières du temps et de la logique. En octobre 2006, 3 amis pêcheurs, Luis Mendes, 35 ans, Harry Watson, 30 ans, et Oliver Somers, 32 ans, sont arrivés au parc national des Everglades, en Floride, pour passer quelques jours à pêcher dans des eaux calmes et peu explorées. Tous 3 étaient des passionnés de pêche en pleine nature. Ils appréciaient les lagunes tranquilles, l'absence de foule et la possibilité de s'isoler dans la nature. Ils ont suivi des sentiers brumeux pour rejoindre la rive isolée d'une des innombrables lagunes du parc, où ils avaient prévu de camper. Ils avaient avec eux un petit bateau pneumatique qui leur permettait d'atteindre des endroits rarement fréquentés par les touristes. Selon le garde forestier qui les avait rencontrés la veille, les jeunes hommes
semblait en forme et de bonne humeur. Rien n'indiquait une situation instable ou un comportement suspect, se souvient le garde forestier. Ils ont juste demandé quelles étaient là les conditions dans la lagune et s'ils pouvaient y planter leur tente pour quelques jours. La zone où ils se rendaient était effectivement éloignée des sentiers principaux. Un terrain marécageux, une végétation mangrove abondante, des nids d'alligators à proximité, mais rien d'inhabituel pour des pêcheurs expérimentés. Tout semblait normal. Des chasseurs ou des amateurs de pêche solitaire s'arrêtaient parfois ici. Pendant 2 jours, personne n'entendit parler de Louis, Harry et Oliver. Le 3e jour, un garde forestier qui patrouillait dans la zone a remarqué un campement vide sur la rive, près d'un endroit plus ou moins stable. 2 tentes, l'une légèrement plus grande que l'autre, étaient clairement visibles depuis l'eau. Leurs portes étaient fermées, mais il ne semblait y avoir ni mouvement ni bruit à l'intérieur. Le garde forestier a pensé que les pêcheurs étaient peut-être simplement partis tôt le matin, mais il s'est avéré que le bateau était toujours amarré près du rivage. Cela semblait suspect. Généralement, lorsque les pêcheurs partent pêcher, ils utilisent de leur bateau. Lorsque le garde forestier débarqua, il constata que le campement était vide, qu'il n'y avait personne, bien que le feu de camp contienne encore quelques braises, comme s'il avait brûlé récemment. Le plus étrange était que la nourriture était de rester sur la table, improvisée en pierre. Une marmite avec une sorte de soupe, du pain intact, des fourchettes et des bols. C'était comme si les hommes s'apprêtaient à manger, mais qu'ils avaient été interrompus et s'étaient éloignés. Mais où, puisque le bateau était là et les tentes fermées? Aucun signe de lutte ou de panique, aucun objet renversé. Tout était en ordre. Seule la veste et la lampe de l'un des pêcheurs gisaient près de l'entrée de la tente, mais semblaient avoir été retirées et jetées à la hâte. Le garde forestier a immédiatement prévenu le bureau du parc et dès le soir, une équipe de recherche et de sauvetage composée de gardes forestiers et de bénévoles locaux est arrivée sur place. Ils ont parcouru la rive en appelant les pêcheurs par leur nom, mais en vain. Le lendemain, des renforts ont été appelés, notamment des plongeurs pour inspecter la lagune. Après avoir plongé dans l'eau trouble, les plongeurs n'ont rien trouvé d'autre que de la vase et quelques plantes aquatiques. Un hélicoptère a également survolé la zone, mais n'a repéré aucune silhouette dans les environs. Le 2e jour des recherches, une découverte a été faite, qui n'a fait que renforcer le mystère. Vers midi, l'un des bénévoles qui naviguait en bateau à moteur autour de la lagune a remarqué 3 chapeaux de pêcheurs identiques, flottant les uns à côté des autres au milieu de l'eau. D'après la description, il s'agissait de chapeaux d'uniforme que les hommes aimaient porter, de vieux panames en paille à large bord. Le fait qu'ils flottaient à la surface, pratiquement côte à côte, a donné une étrange impression aux sauveteurs. Ils n'ont rien trouvé d'autre dans l'eau. Les chiens utilisés pour fouiller le rivage n'ont donné aucun résultat. Personne n'avait vu ces 3 hommes, comme s'ils s'étaient évaporés en 1 minute. Habituellement, si quelqu'un tombe à bas l'eau, il reste un sac à dos, des tongs, des traces de lutte, du sang, quelque chose, mais rien. Les Mli Rangers qui ont inspecté le campement ont noté un ordre presque parfait. Les vêtements étaient issus dans les tentes, les documents et les portefeuilles dans des sacs hermétiques. Le canot pneumatique était intact, toujours amarré, mais tout était en désordre, comme si les gens étaient partis précipitamment. Au fur et à mesure des recherches, l'hypothèse d'une attaque animale a été envisagée. En Floride, il y a des alligators et des attaques imprévisibles sont possibles. Mais 3 adultes, physiquement robustes et aucun cri ni trace dans le sable. Les attaques d'alligators sont rarement silencieuses et elles laissent généralement des traces de lutte, d'autant plus qu'il n'y avait pas de glace sur laquelle se tenir debout. Nous sommes dans le sud de la Floride, où le sol est toujours humide.
et où il est facile de laisser des empreintes. Il est également très improbable que des alligators aient emporté 3 personnes sans laisser de traces. Des théories criminelles ont également fait surface, mais rien n'a été découvert qui puisse les étayer. Officiellement, les recherches ont duré 2 semaines, sans donner le moindre résultat. Les amis et les proches des disparus n'avaient trouvé que des questions. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à quitter leur tente fermée et la nourriture sur la table, sans même prendre le bateau? La police de Floride a finalement déclaré « Tous les moyens ont été épuisés, les disparus n'ont pas été retrouvés. La thèse de l'accident ne peut être réfutée, mais il n'y a aucune preuve. » Les proches sont restés dans l'incompréhension totale. Les rapports d'archives indiquent Gantokumafi. La situation est inexplicable. Aucune trace de lutte n'a été trouvée, aucun accident n'a été signalé. Malgré toutes les hypothèses, on ne sait rien du sort de Luis Mendes, Harry Watson et Oliver Somers. Pas même le moindre indice permettant de savoir s'ils sont vivants ou morts. Certains habitants des environs aiment raconter autour d'un feu de camp que les Everglades peuvent engloutir n'importe qui, les marais regorgent de zones anormales, mais ce ne sont que des légendes. Officiellement, l'affaire est classée. Les 3 hommes sont portés disparus, sans signe de disparition forcée. Et les touristes qui visitent aujourd'hui les zones sud du parc demandent parfois « N'est-ce pas ici que 3 pêcheurs ont disparu ?» Les rangers se contentent généralement de hausser les épaules, ajoutant que la nature est pleine de surprises. Et cette histoire restera un mystère sans réponse dans les vastes zones humides des Everglades. Et vous, qu'en pensez-vous? Que s'est-il réellement passé avec ces personnes? Partagez vos versions dans les commentaires. Aimez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires mystérieuses. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, parfois, la nature n'est pas seulement belle, elle peut aussi être imprévisible et même effrayante. Prenez soin de vous.